pour l'instant prévu que 2 formats, du CSV ou du JSON, avec, quand on importe l'un ou l'autre, la possibilité de sélectionner le contenu, enfin soit les colonnes pour un CSV, soit les feuilles du graphe JSON dans le cas d'un JSON pour indiquer quoi correspond à quoi. Donc là, quand on va, si tu fais importer un document, mais là, tu n'as peut-être pas un document sous la main, il faudrait un JSON, par exemple, pour illustrer. Je ne sais pas si tu vas avoir ça sous la main. Je regarde ce que j'ai, j'en ai peut-être pas. Bon, après, c'est un point de détail, mais voilà. En fait, quand on va importer un document, on va pouvoir voir ce qui est importé aussi. Je regarde si j'en ai un. CSV, j'en ai peut-être. Est-ce que je l'ai là? Non, j'en ai pas forcément sous la main là tout de suite. Bon, c'est pas grave. Bref, en tout cas, voilà, on va importer un document et puis ensuite, si tu fais, pour illustrer un petit peu le mode de fonctionnement, derrière, évidemment, ce sont des tâches qui vont prendre un certain temps côté back-end. Donc, l'interface va pouvoir interroger un stack de tâches en cours et puis représenter à l'utilisateur les étapes qui sont en train d'être exécutées. Et on a prévu un petit historique comme ça des sessions d'indexation pour pouvoir éventuellement revenir en arrière. Et puis, du coup, avoir une logique de tuilage, puisque pendant une indexation, il faut que le bot continue à répondre sur l'indexation précédente. Et seulement à la fin d'une indexation complète, la nouvelle indexation prend le relais sur la précédente, quoi. Et du coup, le stockage que vous envisagez là, le document est stocké à proprement parler et ensuite tous les embeddings sont stockés aussi? C'est ça. L'idée, c'est de montrer l'embedding qui est utilisé, puisque par expérience, déjà, les modèles évoluent, et donc on va être amené des fois sur des sessions d'indexation peut-être à devoir évoluer en termes d'embedding, puisque typiquement la date 0.1 n'est plus disponible aujourd'hui, on passe par le 2. Voilà. Et on peut aussi avoir envie tout simplement de tester d'autres formes de vectorisation et de pouvoir passer d'une session à une autre. Et on conserve ces données-là, puisque quand on va envoyer la requête, ce que je montrais tout à l'heure, on va devoir utiliser le même moteur d'embedding pour vectoriser la requête. Donc c'est important aussi de conserver ça en cohérence avec les documents. Et par contre, comment tu fais pour avoir la non-cohérence du modèle d'embedding utilisé pour différentes sources? C'est pas possible non plus, quoi. Sous-entendu, si jamais tu décidais de faire une nouvelle itération de l'embedding des facs, mais qu'en fait, tu avais un CSV qui a utilisé un autre modèle. Ouais, en fait, si tu te mets sur le RAG, ça c'est un autre truc. En fait, on a le setting global de notre RAG et du coup, nous, on va se baser toujours sur ça. Et en fait, voilà, l'embedding de tous les documents doivent impérativement suivre en fait cette configuration. Du coup, là, on est sur un embedding en bas là, embedding engine. Et en fait, nous, on va utiliser ça dans la query pour filtrer les documents. On va vraiment cibler ça en fait. Okay, et du coup, tous les autres documents, effectivement, ils vont pas remonter. Très clair. Tant qu'être sur cet écran-là, l'idée, c'est d'être dans l'esprit de TOC, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire qu'on intègre un embedding en particulier et un LLM en particulier. C'est d'être flexible derrière. Et du coup, on a reporté les configurations qui vont être utilisées derrière par la partie LangChain qu'on montrera tout à l'heure, sont toutes accessibles dans cet écran-là de RAG Setting. Un peu comme la partie NLP, où on peut aussi switcher d'engine NLP. Le prompt également, puisqu'on a vu déjà sur quelques exemples qu'il y a des fois des besoins de personnaliser le template du prompt. En revanche, c'est quelque chose qu'on va garder plutôt à notre main, à nous, d'administrateurs, ces paramètres-là, je pense, dans un premier temps, puisqu'il y a possibilité de faire aussi beaucoup de conneries. Donc voilà, l'idée, c'est de les avoir accessibles pour pouvoir aller tout simplement chercher ces informations-là à un endroit donné. Je vais juste repasser sur ma présentation. Justement, je viens de parler de LangChain. Sur cet aspect source, document, indexation ou pré-traitement des documents, il faut savoir aujourd'hui que dans la communauté LangChain, il y a 154 modules de chargement de documents qui sont disponibles.
ça va balayer très large, d'aller rechercher des documents dans un drive de type Google Doc, Google Slide, importer des CSV comme on a pu le voir, ou alors aller scraper des sites web. Ces modules-là existent, ils sont sur la documentation LangChain dans la partie intégration Document Loader. L'intérêt pour nous, c'est un travail de la communauté qui est assez énorme, hein, cette partie Document Loader, puisqu'il y a aussi des fois la partie découpage des documents qui est gérée, parsing des documents. On pense qu'il est intéressant de pouvoir capitaliser sur ce travail qui est colossal de la communauté de LangChain, et donc de ne pas forcément aller sur une option custom maison, puisqu'on n'aurait pas le temps en fait de redévelopper tous ces modules-là. Se pose quand même la question de est-ce qu'on pourrait pas à terme référencer, là on est sur un MVP pour l'instant chez nous, mais référencer automatiquement tous ces différents types de document loader dans l'interface qu'on vient de voir là, ça pourrait aussi être intéressant. D'offrir en fait automatiquement ces 154 modules là qui existent déjà. Côté back-end, juste pour là pour l'instant c'est des maquettes, hein, donc les développements front on va dire est bien avancé. Par contre la partie back-end n'est pas réellement. On a réfléchi déjà à quelques contraintes d'interface et des API qui permettraient de gérer les tâches qu'on vient de voir. Conserver un statut de ces tâches-là. C'est des tâches qui sont longues, typiquement le crawling de site web, des choses de ce type-là. C'est des tâches qui peuvent échouer aussi. Donc on a commencé à réfléchir à ça. Le but de la présentation là, c'est pas de rentrer dans le détail, mais côté back-end, il y aura un impact sur le bot admin qui serait pas négligeable, puisqu'il y a pas mal de endpoints et de données aussi à stocker en lien avec ces tâches d'indexation. Moi, la question que je me posais, c'est dans la communauté LangChain, est-ce que ce type d'interface de gestion de cycle de vie des sources existe, étant donné qu'ils ont beaucoup de modules? À date, j'en ai pas trouvé. Donc, voilà, le travail est à faire, j'ai l'impression. Ou alors, il a été fait chez quelqu'un, on n'a pas encore identifié qui. Sur la partie intégration plutôt du coup justement de LangChain, une fois qu'on a nos données, nos sources de données, voilà un petit peu l'architecture qu'on a pour l'instant envisagée nous pour notre première version. Donc là on a l'architecture TOC standard que vous connaissez déjà. L'idée c'est d'avoir que le bot API via une story qui est une story de type RAG, donc on crée un nouveau type de story. Cette story là, son rôle il est essentiellement d'aller récupérer le message utilisateur et l'envoyer à une stack LangChain qui est en Python, qui va gérer toute cette chaîne d'aller trouver les documents, interroger la base vectorielle. On a identifié déjà certaines bases vectorielles qui se prêtaient plus que d'autres à cette tâche-là. Nous, on est sur du AWS, typiquement, on est en train de faire des tests là sur OpenSearch, qui est managé côté AWS. Il y a eu des annonces hier aussi de Google sur EloyDB, et sur des performances qui ont l'air d'être assez impressionnantes sur la recherche vectorielle. On n'a pas encore eu l'occasion de le tester, mais on a des infra GCP, donc il est possible qu'on effectue des tests dessus. Et sinon, en termes d'alternatives, on va dire open source, il y a Postgres avec PG Vector qui donne de bons résultats. Et on a quelqu'un en interne. Ouais. Je crois qu'il n'a pas été déployé sur RDS. Si vous utilisez Postgre over RDS chez AWS, je crois que c'est pas dispo encore. J'avais regardé moi. Ok. Il y a la question aussi de Redis Vector. Alors nous, on a plutôt une approche de Redis en interne comme un cache, donc c'est-à-dire plutôt en in-memory, enfin pas en persistant, pas en store. En revanche, ça peut être aussi une option pour des gens qui auraient des Redis de déployer et qui le voient plus comme une base de données que uniquement un cache. Par contre, la solution Elasticsearch, on l'a écartée. Là, en interne, de déployer déjà chez nous, mais les vecteurs, la dimension des vecteurs est limitée, des vecteurs indexables dans Elasticsearch. Elle est limitée à 1024, et typiquement, quand on est sur du ADA2, par exemple, on est au-dessus, on est à 1500 et quelques en termes de dimension des vecteurs. Donc, c'est pas envisageable. Du coup, on a écarté cette option-là. Cette stack LangChain, elle interagit avec des éléments externes ou internes à la stack TOC. Ça, c'est un peu tout le sujet de soit aller vers des LLM et des solutions d'embedding qui sont APIsées et pas forcément ouvertes, typiquement Azure OpenAI ou Palm. Nous, on est plutôt sur du Azure OpenAI pour notre premier MVP pour aller plus vite. En revanche, on est en train de voir, vu qu'on travaille sur un modèle de chat qu'on a développé en interne, étudier des serveurs d'inférence. J'ai pas de date pour l'instant sur cette partie-là. Il y a des solutions qui existent. Il y a une petite dizaine de serveurs d'inférence open source qui existent avec déjà quelques benchmarks qui sont disponibles en ligne.
Typiquement Text Generation de chez Hugging Face, on a commencé à échanger avec eux pour pouvoir faire de l'embedding en plus de la complétion de texte avec, parce que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà. On n'a pas déployé ces solutions-là, c'est des infrastructures encore assez lourdes, ça nécessite de bien s'y connaître au niveau MLOps. Donc, pour l'instant, on n'est pas bien avancé encore sur cet aspect-là. Mais si on veut conserver l'idée de pouvoir tout faire en open source, il y a des pistes, il y a des options à étudier dans l'architecture. Et vient juste un aspect que je n'ai pas évoqué ici. On a vu du coup nos sources de données, l'import des données. Quand on importe ces données-là, au bout d'un moment, on va du coup faire solliciter les documents de loader de LangChain. Là, ce qu'on envisage, c'est un peu comme l'entraînement des modèles de NLP, c'est pas un besoin qui est permanent d'avoir ces documents loader de disponibles. Du coup, c'est plutôt une forme de worker derrière qui vont aller crawler le site web, découper les documents, l'indexer. Donc, on envisagerait plutôt ça comme un élément en dehors de la stack LangChain qui va aller en fait tout simplement dépiler, traiter des jobs et mettre à jour les états de ces jobs-là qu'on a pu voir là tout à l'heure dans l'interface. Et j'avais précisé un point pour pas l'oublier à l'oral. Quand le bot API appelle cette génération de réponses via du RAG, on se retrouve dans un cas où on va avoir des réponses qui sont générées lentement, potentiellement. Par lent, j'entends au-delà des 5 secondes. Et donc, du coup, on est sur en fonction du connecteur qui est derrière et de la capacité de notification ou pas du connecteur, on aura besoin de faire évoluer certains connecteurs, soit en augmentant des timeouts, soit comme on a fait nous, on a commencé à rajouter sur notre connecteur iAdvise, il y a des capacités sur des connecteurs. On va ajouter la capacité de notification de manière à ce que la story RAG puisse aller voir si le connecteur est capable ou pas d'envoyer un message en différé. Et s'il est capable de le faire, d'envoyer un end rapidement et d'envoyer ensuite une réponse en différé. Et s'il n'est pas capable de le faire, du coup d'envoyer une réponse non pas en différé, mais d'attendre. Il y a un risque de timeout quand même, mais bon. Ça a un impact non négligeable, puisqu'en fonction des canaux qui sont utilisés sur TOC, pour certains canaux, ce ne sera pas possible de le faire, tout simplement. Donc c'est à prendre en compte. Au niveau du fonctionnement de cette story RAG, on a un petit workflow. Donc là, c'est la partie exécution runtime. On a un utilisateur du coup qui interroge, du TOC. La phrase qu'il envoie dans TOC n'est pas reconnue. Donc ça sous-entend qu'elle n'est pas traitée pas classée dans des intentions existantes. Dans ce cas-là, on va aller regarder si le mode RAG est déclenché. La story RAG, elle est associée à l'intent unknown et du coup, elle va se déclencher. La story de type RAG. Si cette story est active, du coup, on va aller interroger la stack LangChain. Elle va potentiellement nous remonter qu'il n'y a pas de document qui corresponde à la requête et donc du coup qu'elle n'est pas capable de traiter la réponse. Dans ce cas-là, on a prévu dans l'interface de configuration RAG, si je vous montre ici, on a prévu de spécifier une story vers laquelle on va rediriger lorsque la partie RAG ne remonte pas de réponse. Il y a deux cas de figure, hein. Soit il n'y a pas du tout de documents qui correspondent à la requête, soit les documents qui potentiellement correspondaient à la requête ne contiennent pas la réponse. Et du coup, le LLM, quand il va synthétiser les éléments, du coup, ne va pas remonter non plus de réponse. Si je repasse sur mon schéma. Hop. On a toute une gestion comme ça du unknown qui a été un petit peu repensée en fonction de la partie RAG. Si je vais après sur la partie activation et désactivation du mode RAG, lorsqu'on active ce mode RAG, on va aller potentiellement sauvegarder la gestion de known qui était existante ou pas. Si on avait une story scriptée par exemple de known ou une story bot API, il est nécessaire de garder cet ID de story pour pouvoir le restaurer quand la personne va désactiver ce mode-là, tout simplement. Il est possible qu'il n'y ait rien de défini aussi, auquel cas il y a des comportements déjà par défaut de prévus dans TOC. Cette story-là, ceci dit, elle est là, elle était associée pour l'instant, si elle est existante, à l'intent unknown. On a pour l'instant un intent un peu de temporaire de placeholder qu'on a appelé unknown backup, mais qui serait amélioré, puisque toute story doit avoir un intent d'associé. Et donc du coup, on se retrouve dans la difficulté de je veux mettre quelque chose de côté et le sauvegarder. Bon, pour l'instant, pour aller vite, on l'a fait comme ça. Il y a matière à débat et matière à améliorer les choses là-dessus.
Typiquement, nous, on est dans le cas d'utilisation, on a des stories d'unknown qui vont aller faire de la remontée vers des humains. Donc, il est intéressant de les conserver puisque du coup, c'est les stories qui vont faire l'escalade vers un humain souvent. Au niveau de l'interface de configuration RAG, on a déjà pu la voir. Je vais repasser dessus quand même assez rapidement. On s'est posé la question sur cette interface-là, étant donné qu'on interagit avec LangChain, pourquoi pas remonter automatiquement tous les LLM supportés sous LangChain et les configurations qui seraient associées. On a regardé le travail que ça pouvait représenter. Alors, remonter la liste des LLM, c'est pas un problème, c'est déjà bien structuré dans LangChain, on peut le faire. En revanche, ce qui n'est pas structuré de la même manière en fonction de toutes les implémentations des LLM, c'est les paramètres potentiellement associés à chacun de ces LLM. Dans certains cas, c'est possible de le faire, dans d'autres, c'est pas possible de le faire. Ça demanderait de repasser du coup sur toutes les classes derrière si on voulait l'automatiser, enfin le faire de manière un peu générique. C'est un sujet ouvert, on pourrait éventuellement en discuter avec la communauté LangChain. Ça pourrait être intéressant, puisque l'idée, c'est pas de reproduire le travail de LangChain dans TOC, c'est plutôt de dire, bah voilà, TOC est le réceptacle des configurations dont LangChain a besoin pour fonctionner, mais TOC ne se substitue pas à LangChain. Là, on a la configuration du coup de la température, on a la configuration du modèle d'embedding, on a la configuration du modèle LLM, et le prompt qu'on avait pu voir tout à l'heure, et la story de redirection dans le cas où la partie RAG ne fonctionnera pas. Hop. Des problématiques qu'on a identifiées. On a identifié beaucoup. On a le chunking des documents. Alors, je n'ai pas mis le détail, mais je vais le faire à l'oral. On a indexé nos pages produits. Ces pages produits contiennent souvent dans le titre le nom du produit, tout simplement, et des tableaux récapitulatifs à la fin des points clés, on va dire, du produit. Typiquement, le plafond dans le cadre d'un livret. Si on chunk cette page-là, par exemple avant le tableau, du coup on va pas forcément avoir le nom du livret qui était présent en haut de la page et dans le descriptif, mais on aura du coup un côté avec un tableau avec les plafonds, les descriptifs techniques du produit, mais on n'aura plus ce lien entre le plafond et le nom du livret. Là, on a des pistes, mais on n'a pas eu le temps de trop travailler dessus. On a la piste graphe, stockage sous forme de graphe des chunks de documents. On a des pistes qui nous ont été on va dire conseillé par Artefact, qui est une société qui a déjà fait ce type d'implémentation en production, qui serait du coup d'avoir des résumés de l'ensemble des documents d'associer aussi au chunk. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant la phase d'indexation. On n'a pas encore étudié ça. Il y a une autre piste aussi qui est plutôt que de faire un chunk assez basique, d'utiliser un LLM pour faire le chunk. Il y a des gens qui commencent à expérimenter ça. Ça permet de conserver souvent de la structure et de la cohérence dans le découpage qui est fait. Alors, en revanche, ça va coûter plus cher puisqu'on va faire des appels de LLM aussi pour chunker le document. Donc, c'est pas forcément toujours simple à faire. Et en fonction de la taille du document, on pourra pas forcément le faire non plus. Les modèles open source, alors là-dessus, par contre, on avance un peu plus. On a du coup un modèle en interne qui est basé sur Bloom de chat que j'évoquais tout à l'heure. Là-dessus, on a une demande qui est plus forte parce qu'on a des données un peu stratégiques qu'on souhaite mettre dans certains cas d'usage où c'est pas des données publiques. Et du coup, on nous autorise pas pour l'instant à aller sur du OpenAI pour le faire. Donc là, on commence les tests. D'ici 15 jours, on devrait avoir un premier benchmark sur un cas qu'on a en interne là-dessus. C'est sur des procédures qu'appliquent nos conseillers en caisse locale. Là-dessus, j'attends de voir un peu les résultats du benchmark. Pour l'instant, les premiers sur la partie extraction, le modèle de QA à la fin, la partie LLM, les résultats n'étaient pas mauvais. Alors, pour info, on a traduit d'abord des datasets d'entraînement de chat, donc avec des chats, des conversations bonnes, des conversations mauvaises. On a eu à peu près un coût de, je crois que on était aux alentours des $7 000 de traduction quand même sur ces datasets-là. On l'a fait avec du Google Translate. Et on a ensuite fine-tuné le modèle avec l'approche de rewarding avec ces datasets traduits. Donc j'attends de voir sur la partie. Alors, en revanche, sur la partie embedding, on pensait le faire avec le même modèle. On a commencé à le faire, mais derrière, on a aussi étudié de spécialiser le modèle dans la vectorisation et dans la partie embedding. Il y a des meilleurs résultats pour l'instant avec ce deuxième modèle qu'on a spécialisé juste sur cette tâche-là. Le problème que ça pose, c'est que faire tourner deux modèles différents en production, ça va avoir un coût d'infrastructure. Donc voilà, on est encore partagé entre les deux. On étudie les deux pistes quand même.
mais on n'en est pas encore à ce niveau-là. On n'a pas les compétences trop en interne MLOps sur des très gros modèles de ce type-là pour les faire tourner en prod, pour être honnête. Du coup, on est en train de voir si des gens peuvent se former, enfin des MLOps de chez nous, mais qui étaient plutôt habitués à distiller et transformer des modèles pour les faire tourner sur des CPU. Mais là, on est sur quelque chose de différent, parce que là, on sait qu'on va le faire tourner sur du GPU. Et donc, du coup, on est sur des infras qui sont un peu différentes quand même. Donc là, on pêche un peu sur ce niveau-là. Sur la problématique d'hallucination, là, j'ai donné juste un exemple, mais typiquement, sur un cas où j'ai pas de document qui remonte, j'avais demandé comment faire un virement d'un livret vers un autre. Et du coup, le LLM m'a synthétisé la réponse en me disant très bien, je viens d'effectuer le virement pour vous. Ça, c'est un cas où en production, c'est dangereux pour nous, puisque du coup, le client va commencer à paniquer. C'est pas génial. Je pense que c'est le pire cas qu'on ait pu voir pour l'instant. Bon, c'est des cas qu'on peut éviter parce qu'il n'y a pas de document qui remonte, on pourrait l'identifier. En revanche, dans LangChain, il n'y a pas l'air d'y avoir de solution simple pour tout simplement lui dire de ne pas aller interroger le LLM quand il n'y a pas de document dans le contexte. C'est tout bête, mais c'est des choses qu'ils n'ont pas prévues. Donc, je pense qu'il y aura peut-être des PR à pousser aussi sur LangChain. Derrière, il y a l'idée du guardrail, mais ça, on n'a pas le temps pour l'instant de le regarder non plus. Donc, c'est une piste intéressante, je pense, à étudier. On nous a aussi beaucoup parlé des OpenAI Functions quand il s'agit d'OpenAI pour cadrer un peu mieux les résultats du LLM, mais on n'a pas encore eu le temps de creuser ce point-là non plus. On a un problème du X qui s'est posé. En général, dans nos bots de foire aux questions, lorsqu'on envoie une réponse, on va aller demander à la personne si la réponse était satisfaisante ou pas. Dans la partie RAG, on a intégré la notion d'historique. Ça veut dire que si j'étais en train de parler de... Là, je prends l'exemple du livret développement durable, je lui demande quel est le plafond du livret de destination. Dans la phrase suivante, on a un appel de LLM qui va aller prendre en compte l'historique, reformuler la question, la reformuler en quel est le plafond du livret développement durable. Et ça, c'est incompatible avec le fait de demander est-ce que la réponse était satisfaisante ou non, parce qu'on a un risque en fait de créer une rupture dans un échange où on aurait pu rentrer dans un détail de la foire aux questions. On aimerait bien des fois pouvoir effectivement avoir une évaluation de la réponse générée par l'IA, parce que ça c'est essentiel pour la suite. En revanche, il faudrait pas qu'elle vienne casser la conversation et casser un peu l'historique de la conversation. Donc il y a un petit peu cet enjeu du X là où on se pose des questions. On est limité aussi des fois par nos canaux. Quand on passe par la solution iAdvise, on peut pas typiquement, par exemple, aller se dire je vais mettre un bouton en pouce vers le haut, vers le bas sur la réponse générée par l'IA générative et quand même avoir la conversation qui se poursuit. Ça, on peut pas le faire avec ce canal-là. Donc voilà, il y a un petit enjeu du X aussi sur comment récolter la satisfaction tout en ayant une conversation qui soit fluide et de pouvoir rentrer dans des détails de sujet. Ce qui est intéressant avec le LLM, ce qu'on peut faire, prendre en compte ces notions d'historique. On a un sujet de suivi des réponses générées par le ou les modèles. Pour l'instant, on commence à faire des benchmarks dans des genres de documents Excel avec les points clés de la réponse qui sont attendus, ce qui a été généré par tel modèle et par tel autre modèle. Ça, c'est trop manuel, c'est pas viable pour la suite. Il va se poser, je pense, la question d'avoir de l'outillage peut-être dans le studio de TOC pour que les utilisateurs du studio puissent aller revoir des réponses générées par les modèles, les noter selon certains critères. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. On n'a pas trop réfléchi à cet aspect-là encore, mais ça va arriver, je pense, après. Enfin, c'est un besoin identifié très clairement. J'ai oublié de préciser un point. On échange là, début septembre, avec Mistral AI sur des modèles open source de chat français, spécialisés sur du français, qu'on devrait tester, j'espère, courant septembre. L'idée, c'est d'essayer de voir avec eux où est-ce qu'ils en font sur ces modèles-là, de pouvoir éventuellement réitérer, sachant que l'objectif pour eux, c'est de les open sourcer assez rapidement. Donc on devrait normalement, j'espère, avoir du recul sur ce qu'ils ont fait ou pas pour l'instant sur ces modèles-là. Qui est aussi une piste intéressante. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs. C'est peut-être des évidences que je présente là, mais. Juste en termes d'implémentation, du coup, vous faites comment la liaison entre TOC et LangChain? Vous exposez un serveur en Python? Ouais, alors la liaison entre TOC et LangChain, je reviens juste là. La liaison entre TOC et LangChain, on a du Fast API sur la stack Python, du coup en API REST. Okay.
Alors, c'est critiquable, hein, puisque du coup, ça veut aussi dire que on n'a pas fait de SSE, par exemple, derrière. Donc, on n'a pas du streaming de la réponse. Ça, c'est aussi un gros sujet dans TOC. Si on voulait avoir du streaming de la réponse, il y a cette couche-là déjà de base à voir. Il y a la couche bot API, et puis il y a le lien après potentiellement avec les canaux. Et ça, c'est une refonte qui est importante. Ça va demander beaucoup de boulot si on veut le faire. Clairement. En termes d'expérience utilisateur, pour l'instant, on est sur du 7 à 8 secondes de génération de réponse, ce qui n'est pas énorme non plus. Sur du chat, ça ne nous a pas choqué. En revanche, si on était sur du callbot ou sur de l'audio et des appels, je pense que ce serait peut-être plus perturbant en termes d'UX. Et on a une demande déjà de callbot pour l'année prochaine où on aurait potentiellement de l'IA générative. Donc c'est un problème qui va se poser assez rapidement. Clairement. Ok. Et donc, du coup, c'est un API REST qui est exposé avec un endpoint ask. Il prend en entrée ce endpoint-là l'historique du chat, historique récent, donc par exemple les 10 derniers messages. Il prend en compte du coup la requête utilisateur et on lui passe pour l'instant les paramètres RAG qu'on a en fait configurés là dans l'écran de configuration pour l'instant. Ce qui permet à la stack LangChain d'être agnostique en fait de ce qu'il y a autour d'elle. Et donc, du coup, de pouvoir aller après charger le bon module en termes de LLM ou autre. D'accord. Sachant Donc, excuse-moi, à chaque requête, du coup, vous passez la config de configurer dans Talk Studio, quoi. pour l'instant, oui. Alors, en fait, Ok. on ne voulait pas créer d'adhérence entre cette stack LangChain et TOC. Dans l'autre sens, oui, mais pas dans ce sens-là. Parce qu'on se posait un peu la question de est-ce qu'on ne va pas avoir d'autres consommateurs de cette stack LangChain en dehors de TOC. Ce qui ne serait pas impossible non plus à terme. Derrière, je pense à des applications ou autres dans notre SI qui pourraient avoir besoin d'appeler des LLM et qui du coup passeraient directement par cette stack-là qui est déployée. La vision, ça permet à faire de TOC qui est aussi une plateforme qui permet d'intégrer plus facilement. Ça a complètement du sens de pouvoir le joindre en dehors du contexte de l'agent de la conversation et même de la bot API, quoi. Effectivement. Et juste un truc pour revenir sur les settings donc les settings du RAG du coup dans lequel tu déclares les modèles, tu déclares aussi la contexte window, quoi, la taille d'un contexte, pour sachant que ça va impacter la façon dont on récupère les informations, ça peut même le nombre de points qu'on va récupérer, tout ça, ça a un impact assez considérable en fait. Alors, on n'a pas fait de lien entre la fragmentation des documents et les settings ici de context window du modèle pour l'instant. Ça n'existe pas d'ailleurs dans LangChain, ce lien-là encore entre les deux. Okay. Ce serait à prévoir. Par contre, ce qu'on a quand même envisagé derrière, c'est que quand ces settings-là sont modifiés, ça va trigger potentiellement du coup des réindexations des sources de données qui étaient actives derrière. Du coup, ces nouveaux settings-là. Donc, il y a forcément il va y avoir un couplage fort entre répercuter les nouveaux settings sur les sources de données. Ouais, bien sûr. Et du coup, dans ton schéma, à un moment, il y avait deux flèches qui partaient vers Tech Generation Server, mais du coup, c'est AK LLM open source et puis les LLM sur étagère. Ça, c'est pour l'instant, vous gardez les deux pistes parce que de manière assez évidente, il y en a qui sont plus performants à l'usage immédiat. Voilà. Et où est-ce que, pour l'instant, c'est juste en expérimentation, vous faites de l'OpenAI over Azure, mais que de toute façon, à terme, la target, c'est d'avoir un LLM open source, quoi qu'il arrive? Alors, oui, pour l'instant, on fait de l'OpenAI sur Azure parce qu'on a un lancement qui est prévu fin septembre, courant début octobre, sur la partie Crédit Mutuel du Sud-Ouest, où donc là, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas de MLOps pour déployer, tester les différents serveurs d'inférence. Il y a du travail à faire quand même là-dessus. Et on n'a pas non plus les bons modèles aussi pour l'instant, on va pas se mentir, on n'a pas assez de recul encore dessus. Ouais. Donc notre objectif à terme, c'est d'aller vers cette piste-là de modèle open source, parce qu'on a des cas d'usage qu'on ne peut pas envoyer chez du Azure ou même du Google Palm, parce que pour l'instant Google n'est pas encore présent en Europe. On n'a aucune garantie sur quand est-ce qu'ils seront présents en Europe, les ressources qui ne verront pas être disponibles. Honnêtement, on ne fait pas trop confiance à Google sur ces projets-là parce que voilà, ça fait 4 mois qu'ils nous disent que ça va sortir dans 20 mois. Donc voilà, on va arrêter d'attendre.
Par contre, ça, derrière, sur ces serveurs de génération d'inférence, on les ferait quand même tourner sur des infrastructures Google. D'accord. Dans les premiers tests qu'on a commencé à faire, ce serait sur des infrastructures GCP. Mais où on pré-réserve des GPU, parce qu'on a aussi cette contrainte-là que cet été, ça allait bien, mais là, depuis que les gens commencent à revenir de congé, il y a de moins en moins de disponibilité des GPU, des A100 en Europe. Et donc, du coup, on va être obligé d'en pré-réserver, sans quoi on n'arrive pas à avoir les ressources au moment où on veut travailler dessus, quoi. Ok, j'imagine que vous avez vu qu'ils ont sorti OpenAI Enterprise qui est en compliance SOC 2. Donc, je ne sais pas si ça pourra jouer un peu. Ils vont évidemment vers la data protection, enfin, en tout cas dans cette démarche-là, de peur que tout le monde se barre. Donc, je sais pas, enfin, en tout cas, j'ai vu qu'ils avaient sorti, j'ai vu des articles qui sont sortis dessus. Nous, on regardera simplement pour voir ce qu'ils y ont mis. Alors, nous, on a la contrainte enfin, c'est plutôt nos contraintes de conformité interne, mais on ne peut pas D'accord. contractualiser facilement avec des sociétés US. Et si le traitement des données est aux US, même s'ils sont conformes RGPD, on n'arrivera pas à faire passer ça. C'est encore dans la mentalité interne de la banque, c'est Ok. compliqué. C'est pas la certification qui fera changer les choses, quoi. C'est US, si c'est une compagnie américaine, basta, quoi. C'est ça, parce que c'est le Patriot Act derrière qui les dérange. Ok, bon, ça se tient. Et je continue mes questions, désolé s'il y en a qu'un nom, n'hésitez pas à ajouter. Mais sur la partie vectorisation, justement, il y a évidemment les enjeux en termes de volume de données qui sont stockées et du coup les performances relatives. Sur quelle typologie de volume vous avez fait vos expérimentations et la scalabilité de la solution et la performance relative, enfin la performance corrélée à la scalabilité en fonction du nombre de documents, plus on démultiplie les sources, etc. Est-ce que c'est un enjeu que vous avez déjà regardé un peu ou pas du tout? On a un volume qui est faible sur le premier projet qu'on lance, puisque les fois en question, il doit y en avoir 150, c'est pas énorme, et les pages produits, on est sur une quarantaine de pages qui, une fois fragmentées, ça fait un peu de documents, mais c'est pas énorme. Parce qu'il y a des approches. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la base vectorielle, comme sur tout type de base de données, il y a différentes engines derrière. Et derrière, je crois que c'est OK là. On doit l'avoir sur le schéma qui est là. Il y a différents types de rapprochement d'algorithmes de rapprochement de vecteurs dans les index qui existent. Certains sont performants certains sont utilisables, c'est intéressant de les utiliser que sur des gros volumes de données parce ils vont remonter des documents qui sont pas très bien rankés en général, mais qui sont quand même proches du périmètre. Là où d'autres sont plus intéressants sur des bases plus petites, puisque on va avoir un bon ranking dès la sortie, mais ils sont très lourds s'il y a trop de documents en base. Enfin, en termes de perf, ils sont pas intéressants. Il y a une stratégie derrière autrement de re-ranking des résultats qui peut aussi être appliquée. Une fois qu'on a un pool d'une 15-20 documents, les réordonner avec un autre modèle après derrière. Ça aussi, ça existe. Voilà. C'est ce qu'ils font chez Instagram en l'occurrence, mais ouais. Ok. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de documents sur la base, sur le premier projet qu'on lance. En revanche, sur le deuxième projet qu'on aimerait lancer, où là, on a des données plus sensibles, là, on a un gros volume de documents et je se pose ces questions-là, effectivement. Oui. Ok. Je vais juste montrer un dernier point, parce que du coup, il y a beaucoup d'éléments dans cette architecture, beaucoup de choses qui peuvent bugger. Et du coup, on a eu un besoin de rajouter dans TOC des notions de débugage qui fournissent des informations sur la manière dont les documents sont remontés. Je ne sais pas là-dessus si, peut-être Rodolphe ou Mohamed, si vous avez l'interface qui tourne en local, si vous pouvez faire une Ouais, démo. je l'ai sous la main si ça vous intéresse. Ouais, si tu peux la lancer. Ouais, elle est lancée. Attends, je te laisse la main. Donc l'objectif, c'est d'essayer de voir dans la chaîne LangChain d'avoir des infos de débugage qui remontent, mais pas forcément que LangChain. C'est pour ça que je sors ça un peu du sujet RAG. C'est de manière générale, quand on script une story, de pouvoir envoyer des messages de débugage qu'on va pouvoir consulter dans le studio Talk. Ouais. Alors, en première impression, ça a un peu changé d'aspect parce qu'on en a profité pour faire une petite refacto de la vue de test avec un petit truc qui, je pense, plaira à tout le monde. En autocomplétion, on propose les plus récentes sentences
parce que je pense que tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser le studio connaissent l'enfer de faire des copier-coller sans arrêt, là. Donc, voilà, ça peut être assez sympa. Et puis, voilà, on a donné un aspect un peu plus chat habituel à la vue de test, comme ça. Alors, portant sur le debug, on a ajouté cette option d'activer le debug. On a fait un debug qui est générique, qui n'est pas orienté uniquement sur cette partie RAG-là. Nous, on a aussi en projet, vous savez, à côté, les scénarios avec des besoins aussi de debug. Donc, l'idée, c'est que ce soit générique. D'ailleurs, ça n'appartient pas à une branche RAG pour le moment. Et donc, une fois qu'on a du debug, ça nous offre la possibilité d'afficher des infos de debug au milieu des réponses. Afficher des infos de debug, après, c'est afficher des données de type ENI. Arbitrairement, on peut passer du data, là en l'occurrence c'est orienté RAG, avec les éléments de la chaîne l'on-chain qui permettent de générer la réponse. Typiquement, là, on parle le prompt intermédiaire qui a été généré, le résultat de ce prompt-là, les documents qui sont remontés, bon, ça, on peut les récupérer aussi d'autres manières, on peut les afficher dans le message. Et je ne sais pas si tu as un exemple de story scriptée pour voir comment ça s'appelait. Alors, la story scriptée qui permet, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement une story scriptée, c'est celle-là. Et donc, voilà, elle ressemble à ça. Et ce qui a été ajouté, c'est la possibilité donc de venir envoyer des données de debug. Mais là, Mohamed sera plus compétent pour en parler que moi. Oui, du coup, techniquement, en fait, c'est un nouveau type de message. Aujourd'hui, on a les sentences, les charges, des choses comme ça. Et là, en fait, c'est une action en plus qu'on a appelée debug et qu'on remonte. Et en fait, c'est juste une action qui vient du bot, en fait. On interdit qu'elle vienne de l'utilisateur. Et en plus, c'est des choses qui sont filtrées. Quand on ajoute ces messages, en fait, dans le contexte, dans le dans le bus, on les filtre par rapport au type de connecteur. Et on autorise les types de messages, en fait, comme dans le cas du connecteur de test, du coup, le reste connecteur. Et sinon, voilà, ils ne sont pas ajoutés. Voilà, c'est pas très, c'est un nouveau type de message. Aujourd'hui, on a mis que des send, on n'a pas un end debug parce que on considère toujours que la finalité c'est d'envoyer quand même un message à la fin et pas de debug. C'est pour cela qu'on a mis juste des send pour l'instant. Et en fait, avec le petit paramètre que tu as montré du coup, Rodolphe, debug, pas debug, on les ajoute ou pas sur la queue des messages à envoyer. Voilà, et l'idée, c'est que ça, c'est un nouveau type aussi côté front, ça n'intéresse peut-être pas grand monde, mais côté front, c'est un type de message qui... tu vas pas les voir parce que tu n'as pas activé le debug. Ah oui, ouais. et voilà. Hop. Voilà. Et donc, on a un nouveau type de message de nature debug et qui contient arbitrairement le jeu de données qu'on veut de type JSON, et puis l'interface affichera en mode console JSON ce qu'elle reçoit. L'idée, c'est de pousser ça sous forme d'une PR qui soit indépendante de tout ce qu'on a pu vous montrer avant, parce que ça peut être utile déjà dans TOC aujourd'hui. Ça a été très utile pour nous pour les scénarios, donc ce qu'on a présenté l'autre fois, parce qu'on récupérait la session d'utilisateur, les contextes qu'on a consommés, tout ça. Donc on n'avait pas, on n'a pas été jusque là, mais voilà, c'était dans cet objectif qu'on avait pensé à l'époque des scénarios, et là ça a été confirmé avec l'IA. Ouais. Nous, ça nous semble très intéressant, hein, effectivement, pas forcément corrélé au RAG, et on voit plein d'utilisations possibles. C'est très cool. D'ailleurs, ces données de debug ne redescendent que sur le connecteur web de test aussi. Test, ouais. Non, c'est super. Ça va faire l'objet d'une branche spécifique, ça, j'imagine. Enfin, vous allez l'open source en dehors. Oui, ça va être une contribution à part, ouais. Il va vite arriver normalement.
On pourra vous renvoyer les paires et les branches. Enfin, en soi, les branches sont déjà sur le GitHub Crédit Mutuel Arkea. Il faudrait peut-être juste on n'a pas dû créer de PR, je pense, pour l'instant encore. Non, Parce que on finalise les tests Benjamin et après on sera Ouais. OK pour lancer la contrib. Ouais. Ok, on a fait le tour globalement du sujet qu'on voulait aborder. C'est assez vaste, hein. Au niveau de où on en est pour l'instant, on a bientôt finalisé la partie, on va dire, runtime RAG, donc c'est-à-dire l'interface de configuration, ça c'est déjà fait dans le studio. Gérer les données de configuration du LLM aussi. La story RAG, on a bien avancé dessus. Il nous manque juste la partie packaging là, de la stack Python. On en avait déjà fait une pour un démonstrateur. On va la repackager, enfin la faire rentrer dans un assembly Maven et dans Talk Docker après pour qu'il y ait aussi un conteneur de construit derrière, qu'on soit vraiment cohérent avec toute la chaîne derrière. On a déjà fait des essais, on sait qu'on arrivera à le packager comme ça. Et par contre, ce qu'on n'a pas fait, on a maquetté de manière avancée du coup la partie gestion des sources. Par contre, on n'a pas encore tout cet aspect gérer des tâches d'indexation, des workers et autres derrière, puisque vu qu'on veut aller assez vite sur le premier lancement, on va aller indexer, on va dire manuellement les données en base, ce qui est plus propre, mais ça nous permet d'aller vite et de sortir et de tester vraiment la partie usage, on va dire, du RAG. Donc les métiers ne pourront pas le manipuler dans un premier temps, mais on sortirait après. L'idée, ce serait de développer cette partie gestion des jobs d'indexation et autres après derrière. Ça veut dire que la connexion sera faite avec le document loader permettant de charger soit fichier CSV, voilà, soit scrapper d'URL, mais ça veut dire que c'est manual trigger, c'est ça que tu veux dire? Et que du coup, pour l'instant, En fait, pour faire simple, c'est que pour l'instant, sur le premier cas d'usage qu'on lance, on se lance juste sur les FAQ Smart Tribune et les pages produits. Ça ouais, veut dire que c'est depuis un poste de dev qu'on a crawlé ces données-là et qu'on va les importer dans la base de prod directement. Enfin, on fait une montée de la base de recette vers la base de prod. On les importe en recette, après on fait une montée de la base de recette vers la base de prod. Du coup, les interfaces sont pas. Il n'y a rien de branché, la partie back-end elle est pas faite et les workers non plus. Parce qu'on s'était dit que ça allait représenter un peu de travail et que si on voulait tester rapidement du RAG, il valait mieux d'abord se concentrer vraiment sur le runtime, enfin l'exécution au message, le traitement des requêtes, et après sur la partie plutôt traitement import des données de manière plus propre. ok. Et donc, ça implique que vous importerez la base que vous avez montée en local, sur l'isoprod là, et du coup, aussi la DB Chroma, enfin du coup c'est pas Chroma, mais je veux dire aussi toute la vectorisation, elle sera faite en amont des documents et elle sera remontée aussi. Ok, d'accord, je comprends bien. Alors, on avait commencé beaucoup de choses autour de Chroma. Je leur ai poussé une petite paire d'ailleurs l'autre jour, mais en échangeant avec eux, bon, pour faire assez simple, Chroma, c'est du stockage dans des fichiers plats pour l'instant derrière. C'est performant pour des petits datasets. C'est très bien pour du dev. C'est rapide à déployer, il n'y a pas trop de soucis. La partie dockerisation n'est pas trop problématique non plus. En revanche, ils sont pas prêts pour de la production parce que on peut pas tout simplement créer de clusters, du load balancing, différents nœuds, enfin de la haute disponibilité, ça c'est pas géré chez eux. Je ne sais pas si Chromas arrivera à rattraper ce retard-là de prod. Il l'estime à 2 mois de développement chez eux pour l'instant, des échanges que j'avais avec eux. Donc, du coup, nous, on va partir sur du Open Search d'AWS, puisqu'on a vu qu'il y avait une implémentation LangChain. On n'a pas encore testé, parce que on a vu ça récemment. Et donc, l'idée sur OpenSearch, on sait qu'on peut indexer les vecteurs a priori de la dimension là, de DADA2, donc ça devrait être bon pour nos premières expérimentations. Et c'est managé, donc c'est surtout l'idée, c'est d'aller vite, quoi, surtout. Ok, c'est 1020, ouais, ADA2, c'est 1024, du coup, la dimension. Ok, et du coup, vous avez, puisque nous aussi, on est dans ces sujets-là, pour en parler un peu sur quel est le bon stockage, la persistance pour la vectorisation, on s'est posé exactement la même question que vous, on a utilisé un peu Chroma et on a vu qu'il y avait le Chroma Server qui était encore en alpha. Et est-ce que vous avez étudié les autres open source, Qdrant, Weaviat, Milvenu, c'est tout, ou pas du tout? Non, on avait testé que Chroma pour l'instant. Ok, si jamais on fait le travail, on vous partagera les informations. Honnêtement, il est probable qu'on teste assez rapidement EloidDB là, de Google, puisqu'on a des crédits chez eux et qu'on arrivera à le tester assez rapidement. Ok.
Donc ça, je pense qu'on va le tester assez vite. Et on s'interrogeait sur PG Vector, parce qu'on a du PostgreSQL déployé aussi en interne. Ok. Voilà, c'est... J'ai vu des benchmarks qui ont été faits, notamment par des mecs qui ont créé l'un des outils où ils ont comparé notamment leur outil avec 2-3 autres solutions open source, avec Redis Vector, avec PG Vector et avec, voilà, sur des datasets publics. Je vais essayer de retrouver les liens vers ça, mais bon, ils avaient déjà fait des travaux et évidemment, ils ont un petit biais. Ils ont forcément un petit biais parce qu'ils sont le fabricant de l'un et qui ne maîtrisent pas forcément parfaitement les autres. Mais bon, voilà, il y a déjà eu des trucs qui ont été faits. J'étais tombé sur les articles, j'essaierai de vous les repartager. Preneur, effectivement, notre prochain chantier, si on arrive à libérer de la dispo d'un DMLOps, ça va être plutôt après nous sur la partie serveur d'inférence, puisqu'on a déjà un premier modèle. Si les résultats sont pas mauvais, on va avoir besoin d'essayer de le livrer. Et ça va être un sujet assez urgent, je pense, après là-dessus, puisqu'on va pas pouvoir se contenter juste de démonstrateurs avec des... Enfin, là, aujourd'hui, on le fait tourner en local, mais les temps d'inférence sont... C'est quoi, c'est du 3 minutes, quelque chose comme ça. Ouais. Mais on le fait en CPU en local aussi. On n'a pas des bêtes de course chez Arkea au niveau de nos postes de travail. On devrait le tester sur des Mac M2, puisque je pense qu'on aura un meilleur temps d'inférence que PyTorch supporte alors en instable encore pour l'instant, mais les GPU des Mac aussi. On va faire des tests quand même dessus, si jamais ça vous intéresse. Parce que c'est vrai qu'en dev, ça peut vite devenir une contrainte, cet aspect LLM open source local. Ouais. Voilà. Si on veut avoir des résultats qui sont pas trop dégueulasses, ça demande beaucoup de RAM quand même. Donc, sur le modèle qu'on a fait tuner, on est sur du 7 millions de paramètres sur le modèle Bloom, le modèle de fondation. C'est un Bloom parce qu'il y avait pas enfin, moi, j'étais resté sur le fait qu'il n'y avait pas la couche d'instruction dessus. Du coup, c'est vous êtes parti duquel de départ? Ils ont des modèles MT avec la couche instruction. Je crois que c'est celui-ci. Ils ont été publiés récemment, il me semble. D'accord. Ok. Ok. On avait évoqué le fait que, enfin, je t'en avais parlé très rapidement, mais on a eu des discussions avec Arkea, pas Arkea, pardon, le CEA, sur leurs enjeux de souveraineté absolue, etc. Ils sont un peu dans les mêmes enjeux que vous, mais peut-être encore plus exacerbés. Et eux, pour le coup, ont de la capacité de calcul, les infrastructures de calcul en interne. Donc, pour tacler les enjeux de non-disponibilité chez les cloud providers, voilà, et ils étaient très intéressés par du fine-tuning de Bloom, enfin voilà, les sujets autour de déployer ou de créer leur propre modèle. Et je sais qu'ils ont de l'infra et qu'ils cherchent des cases, des use cases, et qu'ils cherchent aussi des choses. Donc, ils en ont. Enfin bref, je pense que la discussion peut être importante, notamment s'il y a des pénuries de disponibilité chez les providers. On pourrait caler un échange avec eux. D'ici 15 jours, on aura un premier benchmark sur ce modèle-là, sur nos procédures là, de conseiller. Donc, je pense que d'ici 3 semaines, ça pourrait être intéressant éventuellement d'échanger avec eux. Ça permettra aussi de voir si on va open sourcer ou pas le modèle, ou les défauts qu'on a pu constater dessus, le lien entre le modèle de QA et le modèle d'embedding, le fait de l'avoir refine-tuné sur la partie embedding. Voilà, ça pourrait être intéressant de mettre le data scientist qui a bossé chez nous du coup sur ces deux modèles-là. Ok. Justement, Samy, je crois qu'on avait un échange prévu, mais alors en présentiel. Oui. Qui doit être dans 15 jours, c'est ça, quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que ça pourrait être intéressant de proposer à Benjamin, enfin à Arkea Justement, j'avais très vaguement évoqué le sujet avec Benjamin la semaine dernière quand on s'est arrivé, et on doit livrer ce soir le planning de la journée. Et on voulait voir l'orientation qu'elle avait. On voulait bien définir avec Jérémy le programme de la soirée et voir si ça prenait une orientation assez technologique quel était le niveau technologique de nos échanges à ce moment-là et donc de le proposer pour voir si ça serait intéressant à Arkea de participer soit à celle-là, soit à un prochain,
mais en fonction aussi parce que je sais quand je discute avec Benjamin, ils ont beaucoup de sujets en ce moment, ils ont ils ont l'échéance aussi de fin septembre qui est assez importante pour eux. Donc, je voulais fournir le plan de la journée ou le programme de la journée pour voir si c'était intéressant d'être là ou alors de pouvoir récupérer le compte-rendu et éventuellement de replanifier un autre échange qui soit plus spécifique, plus technologique. C'était un peu compliqué, mais en tout cas, j'avais ouvert effectivement la discussion parce qu'à mon sens, ça serait très intéressant quand même que vous puissiez y participer, Arkea, que ce soit sur celui-là ou d'autres. En tout cas, encore une fois, on est dans les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, et l'idée, c'est comment on peut tous collaborer pour éviter de doublonner le boulot, quoi. Après, moi, on avait échangé aussi avec Samy sur un échange un peu de fond sur la partie les besoins qu'on identifie là autour de Langchain, d'interface par exemple pour la gestion des sources de données, des choses de type là. Il y a des choses en cours chez Langchain. Alors, il y a une société Langchain qui a été créée. Il y a une marque qui a été déposée fin août qui s'appelle Langsmith par cette société-là. Et il y a un outil en ligne, Langsmith, qui est en bêta privée pour l'instant. Donc ça, je pense que ce ne sera pas open sourcé. C'est là qu'ils vont justement peut-être réussir à se faire un peu d'argent. L'idée derrière cet outil Langsmith, depuis la doc, on arrive à avoir quelques infos. C'est un outil plutôt sur accompagner les personnes dans la création de leur chaîne d'action Langchain avec les agents. D'avoir des infos de débugage détaillées, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais du coup avec beaucoup plus de détails, de temps d'exécution par exemple de chaque tâche au niveau de l'agent, l'exécution des prompts, et aussi de pouvoir noter chaque exécution d'agent avec un certain nombre de critères pour pouvoir évaluer en fait la pertinence ou pas d'une chaîne en fonction du LLM qui est choisi sur quelque chose là. Pour l'instant, on n'a pas eu accès à cette partie Langsmith. Je n'ai pas fait la demande non plus. Ils ont des sales, a priori, qu'on peut contacter pour participer à la bêta privée. Et donc là, il y a toutes ces notions de frontaux qui apparaissent, avec les frontaux qui détaillent les chaînes d'exécution. J'ai pas vu de choses autour des documents de loader, même s'il y a possibilité d'importer quelques documents assez simples depuis Langsmith. Donc ça veut dire qu'il y a des travaux en cours chez eux, pas open source, sur cet aspect-là. Et j'ai l'impression qu'ils utilisent les contributeurs actifs de la communauté Langchain comme premier bêta-testeur. Ce qui leur fait de la main-d'œuvre aussi gratuite pour tester, donc c'est pas bête. Voilà. Donc il y a des choses en cours. Moi, là, je suis désolé, je vais devoir bientôt quitter la revue, mais du coup, parce que alors, nous, de notre côté, on a fait quelques expérimentations, mais en fait, moi, ce que je perçois là dans tout ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui est important, c'est justement en tout cas, ce qui va nous permettre d'avancer pas mal, c'est d'être un peu près au clair sur le contrat que justement qu'expose le serveur Langchain, je vais appeler ça comme ça, parce que finalement c'est par là qu'on va passer, on va faire passer pas mal de choses. Est-ce que tu penses que ça serait possible de le partager assez rapidement? Cette partie-là. Parce que nous, on a pas mal investigué des cas où on va essayer de compléter le modèle TOC et détecter les problèmes et voilà l'améliorer parce que c'est nos premiers cas d'usage assez simples. Et pareil, on a testé plusieurs choses pour justement accéder à des LLM, mais l'idée, ça serait justement d'utiliser tous le même canal. Et on se brancherait, je pense. Ouais, vas-y. J'ai pas abordé un point, ça me fait penser que j'ai pas forcément abordé un point. On a un onglet aussi qui s'appelle Exclusion RAG qui a été rajouté dans cette partie-là. Dans les ajouts autour de TOC, on s'est dit que ce serait intéressant on l'a vu en fait sur certains exemples métiers, on a des sujets qu'on ne veut pas faire traiter, qui sont complètement hors scope, donc pas exécuter et payer du LLM pour rien, surtout qu'on le paye là sur OpenAI. Du coup, on a cette notion d'un nouvel intent, TOC RAG excluded, qui est là pour éviter de l'exécution de LLM justement. C'est un nouveau travail du coup pour les métiers d'aller classer les sujets qui ne doivent pas être traités par le LLM, puisqu'il prend tout le unknown. Du coup, on se retrouve avec un nouveau problème aussi à gérer. Sur la partie contrat d'interface, je pourrais te renvoyer, on a des drafts, Okay. On a une première implémentation aussi du coup. Je pourrais te renvoyer ça effectivement, je pense courant de semaine. Là, Ouais, super, merci. Parce que là, à partir de là, moi, je peux brancher un certain nombre de MR et puis justement, on peut avancer assez vite. Après, on le fera évoluer, mais ça nous permet de pas diverger prématurément, on va dire, sur plein de solutions pour se connecter au LLM. C'est ça. Ouais. Alors au niveau des contributions, tout le travail que j'évoque là, il est sur notre repo, mais on n'a pas fait de PR pour l'instant, mais il est visible quand même. On a des PR, mais sur notre repo. Vous pouvez les voir aussi quand même. Ah bah, Sont publics.
Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on est en train de reconsolider cette partie config rag et exécution un peu story rag. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait déjà vous montrer, vous pousser. Par contre, il n'y a pas l'interface d'import des sources, quoi. Toute cette partie-là, on l'a pas encore et les API derrière. Mais ça peut être une première contribution en sachant qu'on pourrait fournir un script d'indexation des données en base. En l'exécutant local et ça indexe les données en base. Ça peut être un premier niveau aussi. Si on veut pas trop se mettre l'exigence de tout avoir avant de pouvoir merger, on peut fonctionner comme ça aussi. Ouais, super. Est-ce qu'il y a des éléments, parce que là, du coup, bon, il y a encore pas mal de sujets ouverts de votre côté. La priorité, a priori, ça sera sur une fois que le runtime sera fini, ça va être sur la partie sourcing de données et puis, job, finalement, indexation, importation initiale et puis ensuite maintenance en conditions opérationnelles de la data. Mais il y a d'autres sujets c'est quoi vos top priorités de tout ce que tu nous as cité là? Et notamment dans les sujets sur lesquels la slide où tu as mis un peu toutes les problèmes que vous avez rencontrés. Déjà, si on peut accéder aux slides, parce que j'ai essayé d'accéder aux slides, mais je n'ai pas les droits. Je pense que c'est intéressant. Je vais les renvoyer parce que c'est vrai que quand on est sur on est sur une orga où on ne peut pas partager. Je peux vous envoyer en PDF, autrement les slides. Ah ouais, clairement. Bah, comme ça, on va regarder. Et puis, l'idée aussi, c'est, je pense que si certains d'entre nous font des travaux sur toute ou partie de ces problématiques-là, il faut clairement qu'on puisse les partager. On va les regarder de notre côté, mais il y en a une partie qu'on est en train soit d'adresser, soit qu'on a rencontré également. On n'a pas forcément de solution, mais en tout cas. Alors pour faire simple, vu qu'on manque aussi on n'est pas très nombreux, on va pas se mentir. Vu qu'on manque de ressources, nous, c'est quand même un sujet on a pas mal de demandes, énormément de demandes quand même qui remontent en interne là-dessus. Du coup, on a possibilité de débloquer des budgets potentiellement en plus. La liste que je présente là, elle a été envoyée déjà à pas mal de sociétés de prestations de services et on est en train de faire passer des entretiens et d'essayer de voir si on peut pas avoir de l'aide, de l'accompagnement, du consulting. En revanche, ce que je disais, c'est il y a très peu de sociétés qui ont déjà fait du RAG en prod et qui connaissent des vraies solutions à ces problèmes-là. Souvent, ils sont en cours de développement et ils n'ont pas encore le recul terrain, ou alors ils viennent à peine de livrer des choses comme ça en production, mais c'est pas mature encore. Ouais. Et notre priorité, elle va beaucoup dépendre de ce qui va se passer sur le lancement là, fin septembre, puisqu'on a peut-être des sujets qui ne sont pas identifiés, qui vont être prioritaires. On n'a aucune idée de comment ça va être utilisé par les métiers, cette partie-là. On a pensé là à l'exclusion de sujets, mais je pense qu'il y a des features auxquelles on n'a pas pensé qui vont remonter assez vite. Typiquement, relire les réponses générées par l'IA générative, éviter des réponses sur ce là. Enfin, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont remonter après à l'usage. On leur proposera de faire des FAQ pour l'instant sur on va dire les cas problématiques où on n'a pas de solution simple, puisque dans le déroulé, vu qu'on a de la reconnaissance d'intention qui passe d'abord, s'il y a une FAQ qui traite le sujet qui était mal traité par l'IA générative, bah, elle passera en priorité. Donc, du coup, ils peuvent comme ça corriger des réponses d'IA générative sans aller modifier les documents sources, ce qui n'est pas toujours évident non plus à faire. Ok. Donc, j'ai pas trop la priorité. Si, notre priorité, elle est sur les infras pour les modèles open source. Ça, c'est clair. Dès qu'on peut avancer sur ce point-là, on avancera dessus. Le chunking risque de remonter rapidement en erreur. C'est pour ça qu'on a mis l'interface de débugage. C'est pour voir les chunks des documents, parce qu'on a déjà vu sur des tests que on perd du contexte. L'info est là, mais elle est découpée et donc elle est perdue. Donc ça, c'est un gros problème par contre. Ouais. Ok, nous, c'est des trucs aussi sur lesquels on s'est heurté exactement à ces problématiques-là, donc on partagera nos résultats. En tout cas, si jamais on a des pistes ou des choses comme ça, on partagera. On ne manquera pas de partager. Est-ce qu'il y a besoin aussi, sinon, pour la review, là, j'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de pull requests qui vont être envoyés. C'est plutôt côté Julien là, mais je ne sais pas si on peut aider sur certains sujets. Je pense peut-être aussi, après, comme c'est vous qui l'avez fait, mais l'aspect documentaire me semble très intéressant, voire indispensable, et notamment essayer d'être plus
de mieux documenter que ce qu'on a sur l'existant, en tout cas que cette brique-là soit vraiment documentée. Donc, si on peut filer un coup de main éventuellement là-dessus, compléter, ou alors avoir la relecture et vous dire finalement, est-ce que pour nous c'est parfaitement clair? Est-ce qu'il y a des parties où ça nécessiterait un retravail? Enfin, en tout cas, voilà, on peut vous accompagner ou filer un coup de main sur un certain nombre de sujets comme ça, si besoin, quoi. Alors pour l'instant, sur la partie doc, c'est vrai qu'on n'a pas encore documenté l'interface qu'on a pu montrer de configuration et autres. On a quand même des docs un peu de diagrammes, de workflow, de spécification d'API. C'est vrai qu'on pourrait intégrer ça. Notre PO en congé en ce moment, enfin, à son retour, il y aura un deuxième PO qui va arriver aussi. Ça peut être l'occasion, vu qu'il y aura on va avoir un nouveau PO qui arrive, de lui montrer ça et de voir avec lui s'il peut commencer à rédiger quelques docs d'utilisation des interfaces, puisqu'il va découvrir les interfaces en même temps. Et du coup, ça peut être l'occasion aussi de voir ce qui est clair ou pas clair dans ces interfaces-là. Ok. Un petit point, de toute façon, il va falloir que je bascule aussi, mais déjà, je voulais dire bravo à toute l'équipe Arkea, hein, parce que c'est impressionnant ce que vous avez fait, et merci de partager tout ça. J'avais une petite question, alors c'est un point très anecdotique dans tout ce que vous avez présenté, mais ça m'a échappé. Il y a une raison pour laquelle gérer entre guillemets une réponse un peu fallback, une réponse j'ai pas compris dans la partie RAG plutôt que de basculer sur une story. Puisqu'on a vu que c'était dans les paramètres RAG qu'il y avait un peu la réponse par défaut quand le RAG va pas pouvoir bien répondre. Alors, il y a un peu une réponse technique qui est dans le prompt pour détecter que le RAG, que le LLM, en synthétisant, estime qu'il n'y avait pas les éléments pour répondre vraiment à la question dans les documents. Mais de ce no answer là technique, c'est un tag d'ailleurs qui est mis ici, nous en fait on déclenche une redirection vers une story. Ah oui, Donc ok. voilà, c'est juste une redirection vers une story derrière. D'accord. C'est ce qu'il faut, j'ai envie de dire, parce que du coup, j'avais peur qu'on se coupe après tout ce qu'on peut mettre dans une story, justement, de fallback. C'est-à-dire l'internationalisation, éventuellement d'autres story rules derrière, une réponse différente en fonction du canal, mais du coup, tout est déjà là. Ok. Oui, c'est ça. C'est pas la réponse directement, il y a bien une redirection. Super. Et du coup, c'est une très bonne. Ça me permet de jumper sur la partie internationalisation. Quelle est la prise en compte de l'internationalisation dans ce sujet de RAG, Benjamin? Alors, pour l'instant, on a utilisé des prompts en anglais déjà dans ce qui a été fait, mais ça n'empêche pas de générer une réponse en français. D'ailleurs, on a la locale qui revient là en fait dans la génération de la réponse. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais ça marche bien. Enfin, on n'a pas eu de soucis pour l'instant avec ça. On avait déjà eu cette approche-là sur les dérivés de phrases générées par OpenAI dans les interfaces d'entraînement. On avait commencé à rajouter un bouton pour générer des variantes de phrases. On faisait le prompt en anglais, pareil, mais on demandait de générer les answers dans la locale. Donc, on peut très bien, là, au runtime, du coup, on va avoir la locale qui est utilisée par l'utilisateur à ce moment-là. Ce qui veut dire que le LLM va traduire les documents. Nous, on a fait ces expérimentations et clairement, on a les mêmes enjeux, prompt en anglais, mix de documents français-anglais, answer en français, et ça marche. Et plutôt très bien même. Donc, il prend les documents en anglais sans problème aussi, quoi. Ok. Ok, bon, c'est intéressant. Alors, par contre, ce qui serait peut-être intéressant sur cette notion de local, ce serait de rajouter dans le stockage qui est fait en base vectorielle des métadonnées sur la locale des documents et éventuellement faire des filtres. Peut-être que ce serait intéressant de remonter les docs français quand il y a des questions françaises quand même pour avoir des meilleures formulations. Je sais pas. C'est à voir. Complètement. Ou à minima de savoir préciser que c'est une réponse qui a été traduite d'un document ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors là, il y a un enjeu, par contre, nous, c'est plutôt d'un point de vue conformité. Non, il nous demande à ce qu'on précise. Alors, on va le mettre dans les conditions d'utilisation du bot, mais ce ne sera pas le plus visible en soi. Qu'on précise qu'il y a des réponses générées par de l'IA générative qui arrivent dans le bot et qui, du coup, n'ont pas été revues par des conseillers, par exemple, chez nous ou le marketing. Il y a un peu un enjeu aussi là-dessus ils ont l'air de le laisser passer comme ça pour l'instant, mais je pense qu'on va devoir peut-être modifier des messages dans le bot
pour l'indiquer à un moment donné plus explicitement. Pour l'instant, on le fait tester par des salariés. Là, ce sera les premiers testeurs de ce bot-là. Après, ils vont l'augmenter à 10% des clients et l'augmenter progressivement. Donc, je pense qu'il y a un enjeu du X, d'informer plutôt les utilisateurs des réponses générées par l'IA. Ça, on n'a pas la réponse encore, parce qu'idéalement, il faudrait pouvoir les afficher clairement et visiblement, mais ça dépend du canal. On ne peut pas le faire, nous, avec notre canal iAdvise, on envoie un message du bot, mais on ne peut pas avoir des couleurs différentes ou des mentions un peu différentes autour du message. Ouais, parce qu'un Il y a petit un élément de solution, ça peut être généralement les conditions d'utilisation, le message d'accueil. J'imagine que vous, c'est pareil. C'est-à-dire que la première fois où on parle à un des assistants, on a à minima un lien pour aller voir les conditions d'utilisation et on va préciser un certain nombre de choses pour se mettre en conformité. Mais ça sera probablement pas suffisant à l'avenir. On pourrait écrire les réponses sont susceptibles d'être générées par un algorithme, générées à partir d'une base documentaire, potentiellement traduite automatiquement. C'est un peu juste de mettre ça juste avec le message d'onboarding du bot. Et du coup, effectivement, c'est intéressant, je pense, ce que tu proposais, d'avoir des métadonnées supplémentaires ou d'être capable d'identifier dans une conversation quel message a été généré ou traduit, justement pour aller plus loin dans le sens explicabilité de l'IA. Et je pense qu'on va être de plus en plus sollicité sur ces aspects-là. Après, le problème, c'est la limite des canaux, quoi. Si on avait la main sur du web, on pourrait envisager de faire des développements et de le faire facilement. Là, nous, on passe au travers d'iAdvise. iAdvise le fait dans son intégration d'IA générative. Ils ont en fait changé la couleur de fond des messages et avec une petite pop-up d'information qui, quand on passe au-dessus, indique que c'est généré par une IA générative. Et ils en ont profité aussi sur ces messages générés pour ajouter un pouce vers le haut ou vers le bas, pour avoir la notation en fait du message par la personne qui l'a vu. Chose qu'on ne peut pas faire. Ils n'ont pas exposé ça dans le SDK, enfin tu peux pas. Non, pour l'instant. Il y a des échanges avec eux, puisque du coup les composants sont développés, mais dans leur passerelle bot, c'est pas encore bien intégré. Okay. Mais c'est sûr que c'est très très dépendant des possibilités du canal. Hein. Ouais. Et donc, on a eu des problématiques un peu similaires à d'autres époques, avec des choses qui n'étaient pas gérées par différents canaux. Et de toute façon, tous les canaux sur les réseaux sociaux, en général, on n'a pas la main. Donc, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on rajoute du texte en amont. Par exemple, quand on faisait les premières expérimentations d'orchestration, je parle à un bot et en fait, en back-end, en back-office, il appelle lui-même un autre bot et me donne la réponse d'un autre bot. Ce qu'on faisait sur Messenger, par exemple, c'est que avant le message qu'on avait reçu du deuxième bot, on affichait que ça venait d'ailleurs, entre guillemets. On a utilisé aussi un moment le handover protocol de Messenger, de Facebook, pour changer l'avatar et montrer qu'en fait, c'était un autre bot qui nous répondait dans la conversation. Donc, il y a des mécanismes comme ça, mais ça sera forcément du spécifique à chaque canal. Hein. Donc, c'est au connecteur. Peut-être faire évoluer les connecteurs pour que justement, ils puissent prendre en compte ce genre de métadonnées et le traduire d'une manière possible sur le canal en question. C'est pas évident. Boulot, quoi. Ouais, bon, mais de manière générale, identifier que c'est un message généré par l'IA dans le contexte de TOC, ça reste intéressant. Et après, comment on fait pour communiquer cette information au connecteur, enfin au service tiers, c'est encore un besoin complémentaire, mais ouais. Oui, tout à fait. Après, Julien soulevait le point, mais je pense qu'un des gros sujets risque d'être la partie aussi, je pense que le marketing va être demandeur de ce genre de choses-là, c'est la partie streaming de la réponse. Pour afficher progressivement la réponse, pour avoir moins cet aspect de délai du LLM, d'autant plus si on est sur des LLM open source où des fois il y aura des compromis à faire entre l'infrastructure et le temps de génération, le coût de l'infra et le temps de génération, et ça demandera beaucoup de travail dans TOC. Au niveau des connecteurs pour gérer, on va dire, cette partie streaming, quoi. Ouais. On pourra gérer que sur la partie web, intégration web, quoi. Après derrière. Ouais, c'est sûr. Okay. Je vais devoir vous laisser, j'ai une autre réunion à 30. J'avais dû compresser un peu le temps.
on a réussi à peu près à avoir le sujet. On va essayer de vous pousser des PR sur la partie debug. Ça, je pense que on pourra vous le pousser au plus tard semaine prochaine. Tant qu'on ait eu le temps d'avoir un peu de recul, quelques tests dessus. Et sur la partie RAG setting et runtime, nous on commence nos tests en recette fin de semaine prochaine au mieux, donc ce serait dans 15 jours, j'aurais dit maximum. Comme ça nous permet de corriger si on voit des gros bugs ou des gros trous dans la raquette avant de vous les envoyer. Ok, bah nous, voilà, nous en tout cas, on est éventuellement à dispo s'il y a besoin. Et puis sur tous les sujets que tu as évoqués là, dès que nous on a des insights, des choses qu'on teste ou des choses à partager, on ne manquera pas de le faire. En tout cas, je reviendrai vers toi, quoi. Et après, que ça sera mergé ou pas encore mergé éventuellement, mais on peut aussi, si vous allez le passer vous en expérimentation en interne, mais s'il y a besoin de tester aussi la solution, voir, etc., je pense que nous, on pourra essayer de la prendre en main et puis faire du testing en interne, vous remonter des éventuels problèmes qu'on rencontre. Voilà. Alors, je ne vous ai pas présenté, mais Mathieu qui est là avec moi, enfin il est en stage avec nous, et c'est lui qui est un peu sur la partie génération des benchmarks sur le modèle interne qu'on a développé pour l'instant. Donc à l'interfacer avec LangChain et générer des réponses issues de ces modèles-là. Normalement, d'ici 15 jours, je pense qu'on aura un premier aperçu recul sur le modèle interne qu'on a aussi. Du coup, on pourra peut-être envisager un retour aussi sur ce modèle-là, quoi. Ouais, volontiers, on s'était dit qu'on ferait peut-être une petite réunion en mettant tous les data scientists de chacun de nos côtés respectifs autour de la table pour échanger sur ce sujet-là. En tout cas, nous, volontiers, avec plaisir. Super. Je solliciterai aussi des gens côté data science chez nous, hein. Oui, volontiers. Okay. Ben, merci beaucoup, bravo, hein, côté Arkea, merci pour le partage. Merci Samy d'avoir organisé l'échange. Bah, avec plaisir. Enfin, en tout cas, c'était dans les échanges, mais on va continuer de battre le fer tant qu'il est chaud. Et puis, dans la lignée de ce qu'on a dit, Benjamin, je te tiens au courant du programme de la journée du 14, même si, bon, c'est pas celle-là que vous participez, en tout cas, le compte rendu, les échanges autour de tout ça, voir s'il y a des sujets que vous voulez intégrer, même si vous n'y participez pas. Je te tiens informé de ça parce que je pense que c'est intéressant que vous soyez au moins dans les échanges, dans les propositions d'échange, même si vous n'avez pas le temps forcément immédiatement d'intervenir ou de participer. Dans le temps, ça sera très intéressant vu les éléments de recherche que vous faites et les problématiques communes qu'on a tous, quoi. Ok. Bah, merci en tout cas. Super session. À très vite. Et puis, félicitations encore. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour la presse. Merci. Au revoir.